Entrez sous le chapiteau des merveilles, là où les larmes, le sang et la gloire ont forgé des légendes éternelles. Numéro 10. Guy la liberté, le cracheur de feu qui a réinventé la magie. Notre voyage commence au début des années 1980 sur les pavés froids du Québec. Imaginez un jeune homme de 20 ans, un accordéon à la main, un bout de bois enflammé dans la bouche, vivant au jour le jour du chapeau qu'il tend aux passants. Ce jeune homme s'appelle Guy la Liberté. À cette époque, le cirque traditionnel se meurt. Les enfants s'ennuient, les animaux en cage dérangent les consciences, et la magie des grands chapiteaux s'éteint doucement sous la poussière. Mais Guy a une vision folle, presque naïve, mais portée par une passion dévorante. Il se dit « Et si le cirque n'était pas juste une succession de numéros, mais un poème vivant, et si l'on remplaçait les animaux par l'âme humaine, par la danse, le théâtre et la beauté pure ?» En 1984, pour célébrer les 450 ans de la découverte du Canada, il rassemble une bande d'artistes de rue, de jongleurs et d'échassiers. Il crée le Cirque du Soleil. Les débuts sont héroïques et chaotiques. Financièrement au bord du gouffre, il risque tout lors d'un festival à Los Angeles en 1987. S'ils échouent, c'est la faillite totale. S'ils réussissent, le monde change. Le rideau s'ouvre. Le public américain découvre une féerie visuelle sans égale, un opéra acrobatique sans paroles qui touche directement le cœur. Le succès est retentissant. Guy la Liberté ne s'est pas contenté de sauver le cirque, il l'a réinventé, créant un empire du rêve qui a émerveillé plus de 180 millions de spectateurs à travers le globe. Il nous a prouvé qu'un simple saltimbanque de rue pouvait décrocher les étoiles. Numéro 9. Lillian Leitzel, la reine sacrée du ciel au destin brisé. S'il est un lieu où la beauté frôle la mort à chaque seconde, c'est bien dans les airs. Dans les années 1920, une femme régnait en maîtresse absolue sur le firmament du cirque, Lillian Leitzel. Née en Allemagne dans une famille d'artistes, Lillian ne mesurait qu'1,45 m, mais dès qu'elle montait à la piste, elle ressemblait à une déesse gigantesque. Elle était la star incontestée du plus grand cirque du monde, le Ringling Bros and Barnum et Bailey. Son numéro était d'une exigence physique surhumaine. Suspendue à plus de 15 mètres de hauteur par un seul anneau de métal, sans aucun filet de sécurité en dessous, elle projetait son corps en avant, faisant tourner son épaule à 360 degrés, encore et encore, 50, 60, 100 fois d'affilée. À chaque rotation, le public retenait son souffle, comptant à voix haute dans une transe collective. Lillian était passionnée, capricieuse, adorée du public, mais surtout passionnément amoureuse d'un autre géant du trapèze, Alfredo Codona. Ensemble, ils formaient le couple le plus célèbre et le plus romantique du show-business mondial. Un amour brûlant, incandescent. Mais la tragédie guette toujours les poètes du vide. Le 13 février 1931, lors d'un spectacle à Copenhague, un anneau de cuivre retenant son câble se rompt brusquement en raison d'une usure invisible. Lillian chute de plusieurs mètres. Elle s'éteint 2 jours plus tard dans les bras d'Alfredo. Dévastée par le chagrin, son mari ne se remettra jamais de sa perte. Lillian Leitzel demeure à jamais l'incarnation de la passion pure, une étoile filante qui a préféré brûler trop vite plutôt que de renoncer à voler. Numéro 8. Emmett Kelly, l'homme qui faisait sourire avec des larmes. Qu'est-ce qu'un clown ? Est-ce seulement un visage maquillé de blanc qui fait des grimaces pour faire rire les enfants ? Pour Emmett Kelly, un clown était l'effet miroir de l'âme humaine. Pendant la Grande Dépression des années 1930 aux États-Unis, des milliers de personnes se retrouvent à la rue, dépossédées de tout, errant dans le froid et la misère. Emmett Kelly crée alors un personnage révolutionnaire à l'opposé des clowns joyeux traditionnels, Weary Willy, Willy le fatigué. Willy porte un costume râpé, des chaussures trouées, un visage barbouillé de suie et un regard empreint d'une tristesse infinie. Willy ne parlait jamais. Il traversait la piste en grignotant lentement un morceau de chou cru ou en essayant désespérément de balayer la tache de lumière du projecteur avec un vieux balai en paille. Et pourtant, en regardant ce vagabond poétique échouer avec dignité, les spectateurs, eux-mêmes meurtris par la crise économique, se reconnaissaient en lui. Ils riaient, mais d'un rire réparateur, plein d'empathie et de tendresse. En 1944, lors du terrible incendie du cirque de Hartford qui coûta la vie à 168 personnes, une photo légendaire fut prise.
on y voit Emmett Kelly, encore dans son costume de Willy, courir avec un seau d'eau à la main, le visage tordu par l'effroi. Ce jour-là, le clown triste est devenu un héros véritable. Emmett Kelly nous a enseigné que le véritable rire n'est pas celui qui oublie la souffrance, mais celui qui la sublime. Numéro 7. Jules Léotard, le poète du trapèze qui a donné son nom à la mode. Fermez les yeux un instant et imaginez Paris en 1859. Le cirque Napoléon, l'actuel cirque d'hiver, est en ébullition. La haute société parisienne, les artistes, les poètes, se bousculent voix haute pour assister à une première mondiale. Un jeune Toulousain de 21 ans, fils d'un professeur de gymnastique, s'apprête à réaliser ce dont l'humanité rêvait depuis Icare, s'élancer d'un trapèze à un autre dans les airs. Ce jeune homme s'appelle Jules Léotard. Avant lui, les acrobates avaient travaillé sur des structures fixes. Léotard, lui, a eu l'idée de suspendre des cordes au plafond et d'utiliser l'élan du balancier. Quand il s'élance au-dessus de la foule, le public pousse un cri de stupeur. Il vole. Il enchaîne les pirouettes avec une grâce et une aisance presque surnaturelles. Pour réaliser ces figures sans être gêné par les vêtements amples de l'époque, Jules s'est conçu un vêtement moulant en tricot, épousant parfaitement les formes de son corps athlétique. Ce vêtement, qui fit sensation et scandalisa parfois la rigide morale bourgeoise, entrera dans l'histoire de la mode sous le nom de léotard, le maillot de corps ou le bustier d'acrobate et de danseuse. Surnommé l'homme volant, Jules Léotard est devenu une star internationale, immortalisé par la chanson populaire britannique The Daring Young Man on the Flying Trapeze. Malheureusement, emporté par une maladie infectieuse à seulement 31 ans, ce pionnier a laissé derrière lui une discipline qui reste aujourd'hui le symbole ultime du cirque traditionnel. Numéro 6. Annie Oakley, la légende du Far West au cœur d'or. L'histoire du cirque ne s'est pas écrite uniquement sous des tentes de toile, mais aussi dans les immenses arènes en plein air du mythique Buffalo Bill's Wild West Show. Et la véritable superstar de ce spectacle qui parcourait l'Amérique et l'Europe, ce n'était pas Buffalo Bill lui-même. C'était une petite femme de moins d'1,50 m, Annie Oakley. Née dans une extrême pauvreté dans l'Ohio, Phoebe Ann Moses apprend à chasser dès son plus jeune âge pour nourrir sa famille. Elle développe une adresse au tir totalement prodigieuse. À 15 ans, elle gagne un défi de tir contre un tireur d'élite professionnel, Frank Butler, qu'elle épousera peu après. Rejointe par le spectacle de Buffalo Bill, Annie Oakley devient une sensation mondiale. Ses exploits sont à couper le souffle. À 30 pas de distance, elle est capable de couper une carte de jeu en deux par la tranche, de mordre la cendre d'une cigarette tenue entre les lèvres de son mari, ou de toucher des cibles mouvantes en tirant par-dessus son épaule grâce au reflet d'un petit miroir. Le chef Sioux Sitting Bull, subjugué par son talent et sa dignité, l'adopte symboliquement et la surnomme Watanya Sitila, la petite sûreté. Mais au-delà du mythe, Annie était une féministe fervente. Elle a financé l'éducation de centaines de jeunes femmes et a personnellement appris à plus de 15 000 femmes à se servir d'une arme pour assurer leur propre sécurité. Annie Oakley a prouvé que la précision, le courage et la classe n'avaient pas de genre. Numéro 5. Achille Zavata, le géant du rire populaire et généreux. S'il y a un nom qui résonne avec une magie toute particulière dans la mémoire collective francophone, c'est bien celui d'Achille Zavata. Né en Tunisie en 1915 dans une famille d'artistes de cirque italien, Achille monte sur la piste dès l'âge de 3 ans. Il apprend tout, le trapèze, la musique, le domptage, l'acrobatie. Mais son véritable destin l'attend dans la peau de l'Auguste. Avec son nez rouge, sa veste trop grande, sa casquette tordue et son rire communicatif, Achille Zavata incarne la naïveté triomphante. Il était capable de déclencher des hilarités incontrôlables en faisant simplement semblant de ne pas réussir à jouer d'un instrument de musique, avant de révéler soudainement qu'il était un musicien virtuose capable de jouer de la trompette, du saxo et du clarinot avec un talent fou. Achille aimait le peuple, et le peuple le lui rendait bien. Pendant des décennies, il a parcouru les routes de France et d'Europe avec son propre cirque, apportant de la joie dans les villes les plus isolées. Pour plusieurs générations d'enfants, l'odeur du pop-corn, de la sueur de bois et le son de la fanfare restera à jamais associé au visage bienveillant d'Achille. Même lorsque les projecteurs s'éteignent et que la vieillesse rattrape l'artiste, l'héritage de Zavata demeure gravé dans nos pères et nos mères. Il était l'ami de tous, le clown au grand cœur, qui a rappelé au monde que le rire est la plus belle des thérapies.
Numéro 4. Oleg Popov, le clown de soleil, qui réchauffait la guerre froide. Pendant la période sombre de la guerre froide, alors que le monde était divisé par les tensions politiques, le bloc opératoire de l'Union soviétique possédait un trésor culturel unique, le cirque de Moscou. Et la lumière la plus brillante de ce cirque s'appelait Oleg Popov. Surnommé le clown de soleil, Popov a bousculé tous les codes. Pas de maquillage lourd, pas de chaussures gigantesques. Il se présentait sur piste avec sa propre chevelure blonde en bataille, une casquette à carreaux noirs et blancs, un pantalon large et un simple nez rouge pastel. Popov était un poète du mime, un équilibriste hors pair et un jongleur de génie. Son numéro le plus célèbre reste l'un des moments les plus émouvants de l'histoire du spectacle vivant. Popov entre sur la piste sombre, aperçoit une tache de lumière du soleil projetée sur le sol. Il essaie de la ramasser avec ses mains, s'amuse avec elle comme avec un ballon, puis, réalisant que le spectacle se termine, il emballe délicatement ce rayon de soleil dans son panier pour l'emporter avec lui et l'offrir aux enfants dans la rue. À travers la simplicité de sa poésie, Oleg Popov a franchi les frontières idéologiques. Il a fait faire des tournées mondiales au cirque soviétique, offrant au monde occidental une image de paix, de douceur et d'humanité. Il disait souvent « Le soleil brille pour tout le monde, sans distinction. Mon devoir est d'apporter ce soleil dans les yeux des hommes. » Il s'est éteint en 2016 à l'âge de 86 ans, juste après une représentation, alors qu'il continuait encore et toujours à faire rêver. Numéro 3. Karl Wallenda, l'homme qui préférait mourir debout que vivre sans le vide. S'il existe une famille dont le nom est synonyme de vertige et de bravoure absolue, c'est la dynastie des Wallenda. À leur tête, Karl Wallenda, né en Allemagne en 1905. Karl n'était pas seulement un funambule, il était un véritable explorateur des limites de la volonté humaine. Karl créa le numéro le plus dangereux jamais tenté sous un chapiteau, la pyramide humaine à 7 personnes sur un câble en acier tendu à plus de 15 mètres du sol, sans aucun filet de sécurité ni longe de protection. Pour Karl, utiliser un filet était une insulte à l'art du câble. Le filet donne une fausse sécurité, disait-il. Sur le câble, la seule vraie sécurité est votre concentration totale. Mais le destin réclame parfois un prix terrible. En 1962, lors d'une représentation à Détroit, la pyramide s'effondre. 2 membres de la famille se tuent. Sur le coup, un autre reste paralysé à vie. N'importe quel homme aurait tout arrêté, mais pas Karl. Malgré la douleur, malgré le deuil, il remonte sur le câble quelques jours plus tard. La philosophie de Karl se résumait en une phrase mythique qui inspirera des générations de cascadeurs et d'artistes. La vie est sur le câble, tout le reste n'est qu'une longue attente. En 1978, à l'âge de 73 ans, Karl Wallenda tente de traverser un câble tendu entre 2 tours de l'hôtel Condado Plaza à Porto Rico, à 37 mètres de hauteur, balayé par des vents violents. Une rafale soudaine lui fait perdre l'équilibre. Karl chute sous les yeux des caméras du monde entier. Il était mort comme il a vécu, suspendu entre le ciel et la terre, fidèle jusqu'au dernier souffle à son amour du risque. Numéro 2. Charles Stratton, général Tom Thumb, la première superstar mondiale. À une époque où la télévision et le cinéma n'existaient en pas, comment devenait-on la personne la plus célèbre de la planète ? L'histoire de Charles Sherwood Stratton nous donne la réponse. Né en 1838 dans le Connecticut, Charles cesse de grandir à l'âge de 6 mois, en raison d'un déficit hormonal rare. À 5 ans, il ne mesure que 60 cm. C'est alors qu'il croise la route du célèbre entrepreneur P.T. Barnum. Barnum perçoit immédiatement le charme, l'intelligence vivace et l'incroyable potentiel du jeune garçon. Il lui apprend à chanter, à danser, à faire des imitations comiques de Napoléon ou de Cupidon, et lui donne le nom de scène de Général Tom Thumb, le général Tom Pouce. Ce qui aurait pu n'être qu'une exploitation voyeuriste devient une incroyable histoire d'élévation sociale. Tom Thumb n'était pas un objet de curiosité passive, c'était un comédien hors pair, immensément charismatique, doté d'un sens de la réplique foudroyant. En tournée en Europe, il est reçu en audience privée par la reine Victoria au palais de Buckingham. La reine tombe littéralement sous son charme. Il parcourt le monde, rassemble des foules hystériques dans chaque capitale, accumule une fortune gigantesque et devient une véritable icône culturelle. Lors de son mariage en 1863 avec Lavinia Warren, une autre artiste de petite taille,
l'événement fait la une de tous les journaux américains en pleine guerre de sécession, éclipsant temporairement la guerre. Plus de 2000 invités de marque, dont des sénateurs et des généraux, assistent à la cérémonie. Tom Thumb a su transformer ce que la société considérait comme une faiblesse en un empire de dignité, de richesse et de célébrité. Numéro 1. P.T. Barnum, le maître absolu du spectacle et de l'illusion. Nous voici arrivés au sommet de notre panthéon. Et qui d'autre que l'homme qui a littéralement inventé l'industrie du divertissement moderne pouvait occuper cette première place? Mesdames et messieurs, faites un triomphe à Phineas Taylor Barnum. Né en 1810, T. Barnum était un génie du commerce, un visionnaire de la communication et le père spirituel du buzz médiatique. Avant Internet, avant la télévision, Barnum savait exactement comment captiver l'imagination des masses. Sa devise ? Tout le monde veut être émerveillé. Barnum a commencé par créer son célèbre American Museum à New York, rassemblant des illusions d'optique, des raretés naturelles, des monstres sacrés et des numéros extraordinaires. Mais c'est à l'âge de 60 ans, alors que la plupart des hommes prennent leur retraite, qu'il réalise son chef-d'œuvre. Il fusionne avec James Bailey pour créer le Barnum et Bailey Circus, autoproclamé avec raison The Greatest Show on Earth, le plus grand spectacle du monde. Barnum ne transportait pas seulement un spectacle, il transportait une ville entière. Son cirque voyageait à bord de dizaines de wagons de train spécialement conçus. Lorsqu'il arrivait dans une ville, un défilé gigantesque composé d'éléphants, de lions, d'acrobates et de fanfares traversait les rues, paralysant toute l'économie locale pendant des jours. Barnum était un maître de l'illusion, mais il n'a jamais trompé le public sur une chose essentielle, la promesse d'un moment d'évasion absolue. Il a permis à des millions de travailleurs harassés de retrouver, le temps d'une soirée sous un immense chapiteau, les yeux de leur enfance. C'est grâce à lui que le cirque est devenu ce temple universel où l'impossible devient possible. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Au début du XXe siècle, un cirque itinérant présentait d'étranges phénomènes au monde entier. La doyenne, une femme réputée pour sa sagesse, aurait vu son corps se métamorphoser en serpent après le contact avec un talisman antique. À ses côtés se produisaient là les frères Van, nés indissociables, partageant un seul buste mais dotés de 3 visages et esprits distincts. Ensemble, ils parcouraient les foires, fascinant les foules captivées par leur existence hors du commun. Aujourd'hui, ces photographies en noir et blanc restent les seuls témoins de cette incroyable légende. Mythe oublié ou réalité fascinante, le mystère demeure toujours entier. Ces 10 personnalités extraordinaires ont toutes un point commun. Elles ont sacrifié leur confort, et parfois leur propre vie, pour offrir à l'humanité un fragment d'émerveillement et d'éternité.